Voilà, deuxième présentation. Christine, je te laisse la Oui. parole. Bonjour à tous et toutes. Un grand merci aux organisatrices de cette journée pour leur invitation. Je suis vraiment ravie d'être avec vous aujourd'hui pour évoquer la question des compétences psychosociales sous l'angle des inégalités sociales de santé, qui est un angle assez original. Et pour ça, je vous remercie d'avoir posé ce sujet sur la table aujourd'hui. Alors, la question qu'on peut se poser effectivement, c'est celle du lien entre compétences psychosociales et inégalités sociales de santé. Alors, peut-être un petit mot de rappel sur de quoi s'agit-il quand on parle d'inégalités sociales de santé. Ce sont les ISS qui traduisent les différences dans l'état de santé entre les groupes sociaux, qui sont la conséquence d'une distribution inégale et injuste des déterminants systémiques de la santé. Or, ces inégalités ne sont pas le fruit du hasard, elles sont socialement construites et donc évitables, elles peuvent être socialement déconstruites. La question de savoir si le développement des CPS représente un levier ou un frein à la réduction des ISS est donc tout à fait pertinente et légitime. Alors, plutôt que de m'engager dans des considérations très générales sur ces liens, j'ai choisi de m'appuyer sur un document, sur une production de nos collègues de Promotion Santé Auvergne-Rhône-Alpes qui ont édité un outil d'aide à la réflexion, construction et évaluation sur la question de la réduction des inégalités sociales de santé, donc des leviers fondés sur la littérature scientifique. Et donc, il y a 7 leviers d'action sur les inégalités sociales qui sont adopter une démarche d'universalisme proportionné, faciliter l'accès et l'appropriation des dispositifs grâce à la littératie, favoriser la participation et le développement du pouvoir d'agir, construire des démarches d'aller vers et de médiation, lutter contre la stigmatisation, agir sur les déterminants socio-environnementaux et développer l'approche partenariale intersectorielle. Alors, on va regarder en fait si ces leviers sont mobilisés dans les actions programmes de développement des CPS et si les CPS peuvent y contribuer, donc un petit peu dans un double mouvement. Alors, on commence par le premier, une démarche d'universalisme proportionné. Petit rappel, là encore, sur de quoi on parle quand on parle d'universalisme proportionné. Et je vais citer l'inventeur du concept, Michael Marmot, qui rappelle que viser exclusivement les plus défavorisés ne réduit pas suffisamment les inégalités de santé. Pour aplanir la pente du gradient social, les actions doivent être universelles, mais avec une ampleur et une intensité proportionnelles au niveau de défaveur sociale. C'est ce que nous appelons l'universalisme proportionné. Alors, une démarche d'universalisme proportionné, elle doit être mise en place sur un plan quantitatif et sur un plan qualitatif. Ça voudrait dire pour les CPS, premièrement, de mettre en œuvre davantage de démarches de développement des CPS auprès des publics les moins favorisés et dans les milieux de vie ou les territoires où les déterminants de la santé sont les moins favorables. Et sur un plan qualitatif, de mettre en œuvre des démarches de développement des CPS qui soient adaptées aux caractéristiques des publics. Alors, est-ce que l'universalisme proportionné sur un plan quantitatif s'applique dans le cadre des CPS? Et là, je vais citer une rencontre qui a eu lieu en Île-de-France il y a assez peu de temps, début octobre, qui s'est intéressée aux inégalités de déploiement des actions favorisant le développement des CPS à l'échelle du territoire d'Île-de-France. Et ce qu'ils ont constaté, eh bien, ce sont des inégalités de déploiement constatées en dépit d'une volonté explicite des acteurs, qu'ils soient institutionnels ou associatifs, de réduire les ISS. Et en fait, ces inégalités de déploiement des actions CPS, eh bien, elles sont dues à des choix d'implantation qui sont influencés par la réalité des établissements et des territoires, la disponibilité et les compétences des acteurs, l'accessibilité et la qualité des formations, l'ouverture à différents milieux de vie, etc. Et on voit bien que ce sont des motifs sur lesquels il est difficile d'agir à court terme. Sur un plan qualitatif, là encore, je vais citer Promotion Santé Île-de-France, qui, sur son site internet, a mis en ligne un espace consacré aux idées fausses sur les CPS. Et l'une de ces idées fausses, ce serait que le développement des CPS serait une approche pertinente, quelle que soit la culture
et le milieu social des publics avec lesquels on travaille. Et il est rappelé dans ce cadre que l'approche par CPS, eh bien, elle est ancrée géographiquement et culturellement, mais elle l'est aussi socialement, en ce que les rapports des individus à eux-mêmes et aux dispositifs d'auto-évaluation, leur rapport aux autres, leur manière d'entrer en relation, de même que leur rapport à leurs environnements de vie, sont fortement liés à leur position sociale, mais aussi à leurs capitaux éducatifs, familiaux, culturels, économiques, symboliques. On ne peut donc pas partir du principe que l'approche par CPS va entrer d'évidence en écho avec l'ensemble des catégories sociales de manière identique et homogène. Et si on pense ça, en fait, eh bien, on risque de conforter les inégalités. Un autre point, toujours dans le cadre de l'universalisme proportionné, c'est le lien entre renforcement des CPS et rapport à la nature. Sur le site Agir ESE porté par Promotion Santé Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes et Nouvelle-Aquitaine, vous allez trouver aussi des informations sur la réciprocité entre le développement des CPS et la protection de l'environnement. Les compétences psychosociales sont utiles pour éduquer les enfants à l'environnement et le contact avec la nature est utile pour le renforcement des CPS. Et là encore, que constate-t-on? Eh bien, que le rapport à la nature, il dépend de la position sociale des gens, et notamment des enfants et des adolescents. Julien Vittorès rappelle qu'en tant que support éducatif, la nature est un révélateur de conflits de valeurs entre classes sociales. Le deuxième grand levier pour la réduction des inégalités sociales, c'est faciliter l'accès, alors pour le coup, au CPS et leur appropriation grâce à la littératie en santé. Petit rappel, de quoi parle-t-on quand on parle de littératie en santé? Eh bien, c'est la capacité d'identifier l'information en santé dont on a besoin, d'accéder à cette information, de la comprendre, de l'évaluer et de la communiquer de manière à promouvoir, maintenir, améliorer sa santé et celle des autres dans divers milieux au cours de la vie. Précisons qu'en France, il se trouve que le niveau de littératie de la population est plus bas que dans d'autres pays d'Europe. Donc, on part déjà d'un niveau de littératie plutôt bas. Est-ce que le niveau de littératie en santé est pris en compte dans les actions programmes de développement des CPS? Alors, on connaît les caractéristiques des populations qui disposent souvent d'un faible niveau de littératie en santé. Il s'agit de populations qui ont un faible niveau d'instruction ou dont la langue maternelle est autre que le français, qui sont en situation de handicap ou d'exclusion sociale, qui ont connu des troubles du développement durant la petite enfance, qui évoluent dans un univers culturel peu favorisant ou qui sont dans un état psychologique fragilisant sur ce plan, anxiété, stress, etc. Et on peut effectivement se poser la question de savoir, y a-t-il une adaptation des actions, programmes de développement des CPS au public qui présente ces caractéristiques? Et une des façons de faire, ça pourrait être de co-construire les supports CPS avec ces publics. Est-ce le cas? Une des façons, en fait, comment dire, de remédier à ces problématiques dont on voit bien qu'elles sont assez peu prises en compte, cette question de la littératie, c'est en fait de s'appuyer sur des environnements favorables à la prise en compte de la littératie en santé. Et en fait, ce qu'on constate dans la littérature, c'est qu'il existe des liens très étroits entre littératie en santé et promotion de la santé. Et David McDade a montré que l'un des programmes les plus mis en avant en tant que méthode efficace de renforcement de la littératie en santé, eh bien, c'est justement le modèle des écoles promotrices de santé de l'OMS. Et ce programme, bien sûr, inclut le développement des CPS. Donc, on a là un levier, en fait, pour agir conjointement sur la littératie en santé et sur le développement des CPS. Troisième grand levier, troisième grand levier, il en inclut deux, en fait, puisqu'il s'agit à la fois de favoriser la participation et le développement du pouvoir d'agir du public. Alors, rappelons ce qu'on appelle participation en promotion de la santé. Eh bien, ce sont toutes les formes d'action par lesquelles les individus, les groupes, les organisations contribuent activement à des décisions ou à des actions dont ils ne sont pas toujours les premiers promoteurs, mais dont ils deviennent partie prenante du fait de leur inclusion dans le processus décisionnel ou dans l'action.
Et la participation effective du public à une action suppose souvent le renforcement préalable de compétences à participer. Et donc, ce qu'on va constater, c'est que le développement des CPS, il peut se situer en amont, pendant ou en aval de tout processus participatif. Le deuxième sous-volet de ce troisième grand levier, c'est le développement du pouvoir d'agir. Et là encore, Estelle Card rappelle que c'est en fait un enchaînement de processus, on parlerait nous de déterminants, qui mènent aux inégalités sociales de santé. Et les rapports de pouvoir se situent justement au tout début de cette chaîne. Ils enclenchent la fabrication d'ISS en influençant non seulement l'exposition des groupes sociaux aux déterminants de la santé, mais aussi leur susceptibilité à ces déterminants, leur capacité de réponse et l'impact d'un problème de santé sur leur statut social. En renforçant le pouvoir d'agir, en agissant comme déterminant de déterminants, les CPS pourraient avoir des effets positifs en termes de réduction des inégalités sociales de santé. La question qui reste finalement, c'est de se dire, est-ce que dans le cadre du développement des compétences psychosociales, on renforce la participation et le pouvoir d'agir des personnes? En amont du développement des CPS, on peut s'interroger, quelle est la participation des publics aux décisions? Est-ce que leur capacité à participer aux actions programmes de développement des CPS est évaluée au départ? Est-ce qu'elle est renforcée en amont des programmes? Pendant les actions programmes de développement des CPS, on peut imaginer que le principe même de la participation va être renforcé via l'application d'une pédagogie active et expérientielle qui est vraiment au cœur du sujet. Et en aval du développement des CPS, eh bien, on peut se dire qu'on aura réussi à renforcer un pouvoir d'agir individuel, puisque c'est un résultat attendu des actions programmes de développement des CPS. Mais ces actions ont-elles des effets sur les deux autres niveaux d'empowerment que sont l'empowerment communautaire, c'est-à-dire l'organisation de collectifs, ou l'empowerment organisationnel? Finalement, une fois que les CPS ont été développés, est-ce que les contextes de vie des personnes chez qui on les a développés permettent à ces CPS acquises ou renforcées de s'exprimer véritablement? C'est là la question qui va rester. Le quatrième grand levier pour lutter contre les ISS, c'est la construction de démarches d'aller vers et de médiation. Petit rappel sur l'aller vers, c'est une démarche par laquelle les intervenants sont conduits à sortir physiquement de leur structure pour aller à la rencontre des populations isolées ou ayant décroché, afin de rétablir un lien et l'accès aux aides et aux droits communs en se tournant vers leur lieu de vie. Il y a donc deux dimensions principales dans l'aller vers, une mobilité hors les murs vers les milieux de vie et une posture relationnelle d'ouverture vers les personnes. La médiation en santé, de son côté, c'est un processus relationnel où il est exercé une fonction d'interface entre les publics vulnérables et les acteurs de santé. Alors, est-ce que l'aller vers et la médiation sont mobilisés dans le développement des CPS? Souvent, les actions-programmes mis en œuvre dans le cadre du développement des CPS sont situés dans des institutions. Et en fait, là, tout l'enjeu va être de savoir, est-ce que ces institutions, comme l'école, par exemple, ou les centres de loisirs, ou d'autres endroits, ou les établissements et services médico-sociaux, par exemple, peuvent-ils être considérés comme des lieux de vie du public? Et dans ce cadre-là, effectivement, on serait dans une forme d'aller vers les publics là où ils se trouvent. Ce qui va être important aussi, c'est aussi cette dimension de posture, la posture éducative qui va être mobilisée dans les actions de développement des CPS, fondée sur l'instauration d'un climat de confiance positif et bienveillant. Ça a été déjà dit tout à l'heure, mais il s'agit d'être transparent dans ses intentions, d'être dans une posture d'accompagnement, de construire avec le public un cadre d'intervention sécurisant, avec une écoute mutuelle, un non-jugement, du respect, de la confidentialité, la possibilité de ne pas participer également. Et enfin, constituer et maintenir une dynamique de groupe positive par sa capacité d'animation, son empathie, son écoute active. Donc tout ça va contribuer effectivement dans ce cadre-là
à diminuer l'impact des inégalités sociales. Le cinquième grand levier, c'est la lutte contre la stigmatisation. Rappelons ce que c'est que la stigmatisation. Stigmatiser une personne, c'est la désigner à l'opprobre social, c'est la rejeter à la marge du corps social en lui associant une description stéréotypée dévalorisante, parce que cette personne possède une caractéristique, un signe particulier que l'on considère comme le signe d'une infériorité morale. Et en fait, pour lutter contre la stigmatisation, eh bien, il faut d'abord commencer par appréhender les représentations des publics afin de comprendre pourquoi ils agissent comme ils agissent, et notamment en matière de santé. Il faut partager ces représentations entre les professionnels et les publics. Il faut être attentif aux risques de stigmatisation dans les actions qu'on mène. Et il faut évaluer auprès du public les effets possibles d'un projet en termes de culpabilité ou de perte d'estime de soi. Enfin, il faut reconnaître l'expertise de chacun à partir de son expérience. Alors, est-ce qu'on parvient à lutter contre la stigmatisation dans les actions programmes CPS? Connaît-on bien les causes pour lesquelles certains publics ont des difficultés, ou peut-être plus de difficultés que d'autres, à acquérir ou renforcer leur CPS? Est-ce que la connaissance de ces causes, si elle existe, est partagée entre les professionnels et les publics concernés? Est-ce qu'on porte attention au risque de stigmatisation dans la mise en œuvre des actions et programmes? Est-ce qu'on évalue le risque de perte d'estime de soi dans les actions et programmes CPS? Eh bien, tout ça, ça peut être réalisé à condition de vraiment reconnaître les savoirs, les savoir-faire, les savoir-être de chacun, chacune, à partir de son expérience, de valoriser les apports de chacun et chacune et de porter une attention à la place de chacun, sans oublier personne, dans les actions et programmes CPS. Le sixième grand levier, c'est l'action sur les déterminants socio-environnementaux, donc ce schéma que vous connaissez par cœur d'Algren et Whitehead. Pour rappel, les déterminants socio-environnementaux de la santé, ils se situent à 4 niveaux. C'est le soutien au changement de comportement individuel, le demi-cercle orange. C'est le renforcement du lien social, c'est le demi-cercle jaune. C'est l'amélioration des conditions de vie et de travail, le demi-cercle vert. Et ce sont des changements structurels de long terme dans les conditions socio-économiques, culturelles et environnementales générales, donc le tout dernier demi-cercle violet. Alors, est-ce qu'on agit sur les déterminants socio-environnementaux de la santé en développant les CPS? Alors, clairement, il y a un objectif de changement de comportement individuel dans le développement des CPS par l'acquisition ou le renforcement de compétences cognitives, émotionnelles et relationnelles. Donc, le premier niveau, a priori, on y est. On peut imaginer aussi une amélioration du lien social, puisque si on travaille à identifier les émotions, à l'autorégulation, à la résolution de problèmes et de conflits, à la capacité à résister à la pression du groupe, la capacité à prendre des décisions responsables, on peut imaginer qu'à terme, effectivement, on va agir sur le lien social. En revanche, on peut s'interroger davantage sur l'amélioration des conditions de vie et de travail au sein des milieux. Et ça nous renvoie à la petite discussion que nous avons eue en première partie de matinée. Et à partir de quels constats initiaux? Est-ce que quand on intervient pour développer les CPS dans un milieu, est-ce qu'on s'intéresse aux conditions de vie et de travail des personnes qui s'y trouvent? Et enfin, est-ce que le développement des CPS est susceptible de provoquer des changements structurels? Point d'interrogation. Enfin, dernier levier pour réguler, pour diminuer les inégalités sociales de santé, c'est le développement d'une approche partenariale intersectorielle. Petit rappel concernant l'action intersectorielle, elle suppose la mobilisation de plusieurs secteurs, comme son nom l'indique, mais requiert un partage des responsabilités entre les secteurs concernés. Il s'agit de dépasser la simple réunion ou juxtaposition de plusieurs secteurs, voire l'instrumentalisation d'un secteur par l'autre, pour résoudre un problème ou se saisir d'un objet d'intervention. Dans une perspective intersectorielle, les secteurs s'engagent résolument dans une approche conjointe dont le mode d'opération se situe en dehors de la hiérarchisation des champs concernés.
Alors, l'approche intersectorielle dans le champ des CPS, est-ce une réalité? Alors, de manière intéressante, le référentiel de Santé publique France de 2022 rappelle que les CPS, ce sont vraiment des compétences transversales, génériques et interdisciplinaires. Elles ne sont pas spécifiques à un domaine d'application ou à une discipline. Elles ont un haut niveau de transférabilité d'un domaine à un autre. Et il s'agit d'une mobilisation à large spectre qui va transcender les milieux, les disciplines, les secteurs d'intervention. Donc, il y a un fort potentiel avec les CPS d'intersectorialité. En réalité, et je serais contente de vous entendre à ce sujet, ce que l'on constate, je crois, c'est que l'intersectorialité autour des CPS, pour l'instant, elle est encore souvent limitée à deux secteurs, celui de la santé, de la promotion de la santé et de l'éducation. Il y a des projets qui sont en cours de développement et d'ouverture avec d'autres secteurs, le médico-social, la santé au travail, le soin, la justice, le sport, la culture, mais tout ça est encore en cours de mise en place. Alors, un tout petit résumé pour boucler tout ça. En résumé, donc, pour ce qui concerne les 7 leviers, l'universalisme proportionné. On peut dire que sur l'universalisme, eh bien, il est en cours. Vraiment, il y a cet effort, on voit bien, qui est porté par l'ensemble des acteurs au niveau national pour que le développement des CPS soit aussi universel que possible. En revanche, pour la proportionnalité quantitative et qualitative, elle est encore à renforcer. Sur la littératie en santé, on a des pistes de développement à condition de se situer dans l'environnement favorable des écoles promotrices de santé. Sur la participation et le pouvoir d'agir, a priori, on y va au niveau du niveau individuel. Sur les niveaux communautaires ou organisationnels, on constate que c'est encore assez peu investi. L'aller vers, il se produit dans les institutions considérées comme des lieux de vie et à condition d'adopter une posture éducative favorable. La lutte contre la stigmatisation, elle sera effective sous réserve de reconnaissance des savoirs, savoir-faire, savoir-être de chacun, la valorisation des apports, l'attention portée à la place de chacun, chacune. Sur les déterminants socio-environnementaux, on voit bien qu'on agit sur les compétences individuelles et le lien social, pas encore tout à fait sur les conditions de vie et de travail ou sur le contexte sociopolitique général. Et enfin, dans l'intersectorialité, on y est entre les secteurs de la santé et de l'éducation, et c'est probablement encore à renforcer, soutenir au-delà de ces deux secteurs. Et je terminerai par deux citations. L'une de Christophe Querero, qui a été inspecteur général de l'éducation nationale, et qui propose de faire le choix d'une éducation qui profite vraiment à tous, en se donnant l'objectif de dépasser tous les déterminismes et les vulnérabilités. Cette œuvre collective, cette vision au service de la justice, on voit bien qu'on est dans la réduction des inégalités là, nécessite de rompre avec un modèle, celui d'un système hypocrite qui cultive l'élitisme sous couvert de méritocratie. Et ce serait quand même dommage que les CPS créent une nouvelle élite autour des CPS. Et deuxième citation, François Dubet, peut-être faudrait-il ne pas tout attendre de l'école et de la forme scolaire. Peut-être faudrait-il admettre que le mérite scolaire n'est pas le seul mérite et que les derniers de cordée ne soient pas moins utiles à la vie sociale que les premiers de la classe. Pour cela, encore faudrait-il qu'il existe une volonté politique. Et on espère là encore que les CPS ne vont pas être à l'origine de la création de nouveaux premiers et derniers de cordée autour des CPS. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention et je suis à votre écoute pour la suite. Merci et bravo pour cette très belle présentation, enfin, à mon point de vue. Oui, finir par Dubé quand même, qui a montré que l'école est un lieu de creusement des inégalités sociales, est tout à fait pertinent et bienvenu. À vous, des questions? Bonjour, Kevin Cholon, je suis directeur d'établissement à l'association Groupe Est Solidarité. On met en place le programme OIA dans le secteur de l'ASE, de la PJJ dans le champ du handicap. On sera présent dans l'atelier 5, c'était pour l'instant promo.
Mais je voulais aussi vous poser une question sur l'universalisme proportionné. Et ce que vous avez mentionné, parce que c'est vrai que ça bouscule, je trouve, un petit peu ce que vous dites sur notamment l'idée qui a été apportée, je crois, par vos confrères de l'Île-de-France, que il pouvait exister des groupes culturels et des groupes sociaux qui n'étaient peut-être pas forcément prêts, je ne sais même pas comment le formuler, en tout cas prêts à accepter les programmes de développement des compétences psychosociales. J'aurais aimé vous entendre peut-être un peu creuser cette affirmation-là, et notamment vous demander finalement quelles seraient les alternatives. Est-ce qu'on exclut ces groupes? Est-ce qu'on fait cohabiter des approches CPS avec des approches thématiques, dont il me semblait que justement elles étaient en train de disparaître au profit des approches CPS? Est-ce qu'on propose rien à ces groupes? Voilà, je trouve que ça ouvre quand même un débat assez important. Merci. Alors, merci beaucoup pour votre question. Non, en fait, je plaide pas du tout pour exclure des groupes ou pour considérer que on ne pourrait rien faire avec eux. Non, là, vraiment, ce qui est important, c'est de prendre en compte la question de l'adaptation, en fait, des programmes. Et là, tous autant que vous êtes ici dans cette salle, c'est vous les experts de vos publics, en fait. Vous savez avec qui vous travaillez, vous connaissez à la fois leurs ressources, parce qu'ils en ont beaucoup, je pense que ça n'a pas été suffisamment dit, mais ce sont des ressources qui leur sont propres, quelquefois. Ils ont peut-être aussi des difficultés particulières que vous connaissez aussi. Et donc, l'idée, ce sera en fait de se dire, bah, si on ne veut pas encore creuser les inégalités par rapport à ça et justement ne pas les exclure, c'est de prendre ce temps en fait d'adapter les programmes de renforcement des compétences psychosociales aux caractéristiques de ces publics. Et ça veut dire de prendre le temps en fait de le faire, de travailler avec les professionnels du milieu, de travailler, et là j'insiste aussi là-dessus, avec les personnes elles-mêmes en fait. Hein, c'est vraiment extrêmement important, mais voilà, je ne vous apprends rien, vous le savez très bien. Mais sans elles, en fait, on n'y arrivera pas. Il faut que les personnes elles-mêmes puissent dire, bah là, en fait, cette démarche que vous nous demandez, bah c'est très difficile pour moi. Voilà, pour différentes raisons, parce que dans ma culture, en fait, ben, on n'exprime pas la joie de cette façon-là, ou on n'exprime pas le chagrin de cette façon-là, ou on n'exprime pas la colère de cette façon-là, ou telle façon de réagir est très bien acceptée. Donc, pourquoi est-ce que... Voilà, vous voyez un petit peu les questions qui peuvent se poser par rapport à tous les axes en fait, de développement des CPS. Comment est-ce qu'on peut les adapter en fait, aux caractéristiques des publics tout en ayant évidemment des objectifs d'inclusion. Hein, c'est ça. Et là, on n'est plus du tout alors dans le fantasme du programme clé en main, voilà, avec des gros guillemets, qu'on va pouvoir appliquer à tout le monde de la même manière, hein, one size fits all. Ben non, ça n'existe pas, ça. Presque tous les programmes, en fait, doivent être adaptés aux spécificités des publics. Et à ces conditions-là, on va y arriver. Sinon, on va accroître les inégalités entre ceux pour qui les programmes ont été faits, voilà, les élèves, bon, voilà, souvent en milieu scolaire, etc., les enfants, les adolescents, etc., et tous les autres qui vont présenter des caractéristiques qui vont nécessiter des adaptations. Donc voilà, ça c'est une question importante. Et du coup, voilà, merci. Du coup, oui, c'est aussi l'idée de ne pas de faire de démarchage et d'aller systématiquement de mettre des programmes probants partout. C'est pas le but en fait, ça marchera pas. Et de vraiment s'adapter au public et s'adapter aussi aux professionnels qui sont auprès de ces publics. C'est pour ça aussi que si on impose à l'éducation nationale des programmes, il faut déjà les former eux. Il faut qu'ils comprennent l'intérêt et de mettre aussi eux, c'est eux qui connaissent bien leurs élèves. Il ne faut pas l'oublier, ça. Les professionnels qui sont auprès des élèves, ils les connaissent bien. L'éducation nationale fait sa part des choses. Voilà. Juste, je voulais rebondir. Si je prends l'exemple de notre établissement qui met en place aussi le programme Unplugged, depuis plusieurs années, c'est vrai que nous, on a commencé à sentir vraiment la plus-value du programme à partir du moment où on a commencé à accepter aussi de le modifier et à pouvoir le modifier sans avoir le sentiment de le trahir. C'est vrai que ces programmes-là qui nous arrivent clé en main, on a souvent eu la sensation qu'ils étaient tellement figés qu'on ne s'autorisait pas, malgré nos expériences aussi métiers, voilà, à le modifier. Et il y avait vraiment ce sentiment de trahison sur lequel il a fallu dépasser. Donc, j'abonde tout à fait dans votre sens. Merci. Et par rapport à ça, on est vraiment sur une ligne de crête, en fait.
À partir de quel moment on a tellement modifié, adapté le programme que c'est plus le même programme en fait, c'est autre chose. Vous en avez inventé un autre. Vous êtes parti des bases, des fondamentaux, mais vous en avez fait complètement autre chose qui va être parfaitement adapté à votre public. Et peut-être qu'il ne faut plus l'appeler Unplugged, alors il faut peut-être l'appeler autrement. Voilà. Et c'est pour ça aussi que les programmes, quand on les met en place, il faut toujours continuer à les évaluer, même s'ils ont bénéficié d'une évaluation scientifique au départ. Il faut ensuite mettre en place des évaluations de terrain où on va continuer à regarder les effets que ça produit, aussi bien sur le plan positif que sur le plan négatif, etc. Enfin, c'est vraiment important de garder cette vigilance par rapport à la réalité de ce qu'on fait et de ce qu'on produit. Oui. Alors, il y a plusieurs questions en ligne. Alors, je ne sais pas si je peux les donner maintenant. Elles vont, me semble-t-il, ensemble. Bon, il y a déjà beaucoup de remerciements et de gratitude envers Christine. Donc, comme c'est un comportement prosocial, enfin voilà, il y a beaucoup des bravo Christine, merci Christine. Il y a une personne qui pose la question si tout le monde partage la pertinence d'engager des programmes de soutien en qualité de directrice des politiques éducatives d'une ville de 25 000 habitants, qui semble être Auch. Encore seule à militer pour cela, je me demande de quels moyens dispose aujourd'hui l'éducation nationale pour porter ensemble cette initiative. Quelles ressources humaines, financières? On peut la coller avec une autre question d'une personne qui demandait un peu plus de précision sur l'école promotrice de santé. Et enfin, d'une autre personne qui dit, peut-on témoigner du sujet CPS dans le corps social hors éducation nationale, par exemple dans les fédérations santé sociale? Alors, ça fait beaucoup, mais c'était pour vous colliger ces demandes. Bon, alors, la première question, je pense qu'elle ne s'adressait pas directement à moi, puisque la question, c'est celle des moyens. Voilà, je pense que c'est plutôt vers les institutions qu'il faut se tourner pour ça. Oui, ben on va y répondre après. Quand on va présenter l'instruction et surtout la feuille de route, tout ce qu'on a mis en place et ce qu'on veut mettre en place, je crois qu'on va répondre à ces questions. Alors, le modèle des écoles promotrices de santé, en fait, c'est un modèle que vous pouvez trouver très facilement en ligne, porté par l'Organisation mondiale de la santé, qui consiste en fait à s'intéresser à l'ensemble des déterminants de la santé et du bien-être des enfants et des adolescents en milieu scolaire. Donc voilà, donc on va regarder aussi bien les politiques éducatives qui sont mises en place, les relations avec les familles et les parents, la qualité de l'alimentation, l'accès à l'activité physique, voilà, la participation des élèves et des parents. Enfin, voilà, on va regarder un peu tous les comment ça se passe au niveau aussi des services de promotion de la santé en faveur des élèves. Enfin, voilà, en fait, c'est une sorte de grille de lecture au travers de laquelle on peut regarder les fonctionnements sous l'angle de la promotion de la santé en milieu scolaire. Des questions dans la salle, Aurore. Oui, Antoinette Fouillard, je suis vice-présidente régionale d'Addiction France. J'étais psychiatre addictologue et je voudrais remercier les intervenantes précédentes parce que j'ai beaucoup apprécié tout ce qu'elles ont éclairé sur ce programme. J'ai une expérience parce que j'ai été chagrinée par une intervention dans la salle où semble-t-il, quand on a des publics extrêmement défavorisés, on ne peut pas faire grand-chose, c'est difficile. Et donc, je voulais rapporter l'expérience que j'ai, moi, pour avoir introduit un programme québécois qui s'appelle Une affaire de famille sur la question des transmissions générationnelles et qui est fait et produit, et j'ai notamment développé le programme à l'île de la Réunion où on intervient beaucoup, avec notamment dans le milieu carcéral. J'ai même eu l'occasion d'aller les voir le faire, etc. Et je dois dire qu'il y a un obstacle de la langue souvent, des problèmes d'alphabétisation, etc., de langue créole, etc. Et pourtant, j'ai trouvé que ces programmes sont réellement intéressants et qu'ils ont pu accéder à ce programme sur les compétences psychosociales et qu'ils ont
acquis un autre regard sur eux, sur leur environnement, sur leur histoire de vie et leur histoire familiale. Donc, je voulais vraiment témoigner qu'on peut aller vraiment dans des milieux extrêmement défavorisés, et que, y compris dans ce milieu carcéral, et que bon. Par ailleurs, cette question de cette répétition, finalement, puisque quand on parle d'inégalité sociale, elle se répète, et c'est de génération en génération. D'où l'intérêt de regarder un petit peu comment on peut faire pour proposer une autre possibilité au pouvoir d'agir des gens. Et donc, j'ai beaucoup apprécié tous vos présentations, notamment, et je voudrais encourager tout le monde à aller vers, effectivement. Merci à vous. Merci. Il y avait une autre question, je crois, une autre personne qui voulait intervenir? Non? Bonjour, moi je suis infirmière scolaire en collège, donc j'applique le programme PRODAS. Là, vous semblez dire que les programmes probants sont peut-être moins à favoriser que quoi finalement, parce que si on ne met pas en place les programmes probants, qu'est-ce qu'on fait? Je pense effectivement que ça sera un point que vous allez aborder ensuite. Oui. Mais ce qui a été évoqué déjà, ne serait-ce que par Laure, juste avant, c'est la question des pratiques informelles, en fait. Hein, comment le développement, le renforcement des compétences psychosociales peut être réalisé par les adultes en charge d'éducation, non pas dans le cadre de programmes, mais simplement en adoptant au quotidien une certaine posture éducative, mobiliser certains outils par rapport à tout ça. C'est se situer dans une posture effectivement de non-jugement. Enfin, ça a été évoqué, hein, le rapport à l'échec, etc. Et ça, c'est pas forcément en fait dans le cadre d'un programme que ça va se jouer. Ça peut se jouer tout à fait au quotidien et en transversalité dans les milieux. Je vous remercie. L'idée, c'est pas non plus d'être contre les programmes, hein. Probants, c'est pas ça non plus, hein. Mais c'est pas que ça. Mais après, on va vous expliquer aussi sur les critères d'efficacité. Parce que je pense que nos jeunes, ils sont aussi beaucoup sur les écrans, ils ont aussi beaucoup de choses qui sont apportées via ces biais-là. Et je pense qu'il y a des choses à déconstruire chez les jeunes. Et voilà, je me dis qu'avec les programmes, on a peut-être quand même plus de moyens d'action, en fait, que juste la posture. J'entends l'importance de la posture, vraiment, je pense que c'est essentiel, on est bien d'accord sur ce point-là. Mais est-ce que ce sera suffisant? Mais c'est pas que la posture aussi de l'adulte, c'est aussi les relations que les adultes établissent entre eux au sein des milieux, etc. Enfin, faut vraiment regarder l'image globale en fait, hein, dans les milieux, de la façon dont ça se passe, les liens qu'établit l'établissement avec son territoire. Il n'est pas hors sol. Voilà, regardez, travailler en réseau, travailler en intersectorialité. Enfin, c'est tous ces éléments-là en fait qui vont agir. C'est vrai qu'aujourd'hui, peut-être qu'au travers du développement des CPS, on fait peser beaucoup de responsabilités sur les adultes qui sont directement en relation d'éducation avec des enfants, des adolescents ou d'autres adultes d'ailleurs, hein. Et alors qu'en réalité, la question des environnements va se poser de manière cruciale. Et bien sûr, la question des politiques aussi. Et je pense que l'idée, c'est pas du tout justement de culpabiliser qui que ce soit par rapport à ces difficultés-là, ou de fermer des portes, ou c'est pas du tout ça. Mais il y a des choses sur lesquelles effectivement c'est plus complexe en fait d'agir, et les CPS ne sont pas la réponse à tout. Et le portage politique et au niveau d'un établissement, c'est comment cette politique CPS est portée par l'établissement et par le chef d'établissement, peut-être en particulier, l'inscription dans les projets d'établissement. Donc, il y a tout un travail à faire sur l'environnement. On en reparlera tout à l'heure, mais bon, c'est l'occasion de dire qu'effectivement, animer des ateliers CPS, c'est qu'une façon de développer les CPS, mais qu'il y en a beaucoup d'autres. On travaille sur la posture, sur l'informel, sur le portage politique, sur les environnements, etc. Donc, c'est cette approche-là qui est intéressante.
Et vous parlez de déconstruire chez les jeunes, mais il faut aussi déconstruire chez les adultes. Et il faut aussi déconstruire l'idée que l'information ne suffit pas et que justement la prévention maintenant, c'est de travailler sur des changements de comportement. Donc ça va être plus long, ça va être plus compliqué. Et que peut-être justement une action d'information, juste venir dire aux jeunes qu'il faut pas regarder leur portable, et bien on se rend bien compte que ça marche pas. Donc c'est aussi ça, quand on parlait tout à l'heure des difficultés de changement, il y a vraiment beaucoup de choses à changer et c'est pour ça que c'est compliqué. Mais on va y arriver. Une dernière question avant de passer à la troisième intervention. Oui, bonjour. Donc, je suis Nicolas Fourcade, je travaille au conseil départemental de la Haute-Garonne. J'ai deux questions. La première, vous avez parlé beaucoup de l'éducation formelle, du coup, en lien avec l'école. Est-ce qu'il y a des liens qui sont faits avec l'éducation informelle, notamment les mouvements d'éducation populaire, puisque ça paraît un lien qui est assez direct. Et en conséquence, est-ce qu'il y a dans la mise en œuvre des compétences psychosociales la question aussi de la conscientisation un peu critique des jeunes et l'idée d'amener un dépassement de ça et une transformation sociale? Avec la question du temps long, bien sûr, ça j'ai bien compris que c'est important. Alors, rapidement, en tout cas, au niveau national, oui, il y a des liens très étroits avec le secteur de l'éducation populaire, avec la Ligue de l'enseignement, avec toutes ces organisations-là. On travaille vraiment de manière très étroite aussi avec la JEPVA, avec laquelle on est en contact. Donc oui, ça, le lien, il est établi. Et clairement, si on veut arriver à des cohérences territoriales sur ces questions-là, il faut embarquer non seulement l'éducation nationale, mais aussi tout le secteur péri-extrascolaire, etc., les milieux de loisirs, le sport, la culture, enfin tous ceux qui accueillent en fait des jeunes en dehors de l'éducation nationale. Et la deuxième question, oui, alors évidemment, clairement, parmi les compétences psychosociales, la capacité à apporter un regard critique en fait sur les situations que l'on vit ou sur des informations qui sont transmises via les réseaux sociaux, par exemple, etc. Enfin, ça en fait complètement partie. Mais là, je laisserai les spécialistes de l'intervention véritablement en parler. Mais ça en fait tout à fait partie. Et c'est justement pour moi aussi un des enjeux, c'est-à-dire jusqu'où est-ce qu'on est prêt à aller en fait en développant les compétences psychosociales des enfants et des jeunes aujourd'hui. On va en faire, si tout va bien, si on réussit, on va en faire des adultes capables de s'exprimer dans le débat public, capables de porter des revendications individuelles ou collectives, voilà, ayant réalisé une forme d'émancipation, capable de porter un regard critique sur les situations. Et ça risque de changer en profondeur les rapports de pouvoir au sein de la société. Et pour moi, aujourd'hui, ça reste encore totalement un non-dit, les sociologues diraient un impensé, du développement des CPS à la perspective, à l'horizon 2037. Ça peut provoquer des changements très importants. Est-ce qu'on est prêt à les accueillir en tant que société? Voilà, on sait bien que l'objectif, il est qu'ils entrent moins tôt dans le tabac ou l'alcool, etc. Oui, ça, c'est les objectifs à court terme. Mais si ça marche, ça peut effectivement avoir des impacts beaucoup plus profonds et beaucoup plus sur le long terme. Et on n'a pas aujourd'hui cette réflexion. Il faudrait l'avoir. Merci. Avoir la réflexion et mettre en œuvre quelques éléments d'évaluation, de recueil, de suivi. Il y a une dernière question, si jamais on a le temps. Bon, bah alors c'est raté. Allez-y. Alors, s'il vous plaît, juste pour respecter un peu, question courte et une réponse courte, éventuellement si votre réponse vient dans l'intervention. Enfin, ça dépend à qui elle s'adresse d'ailleurs. C'est bon, oui, c'est bon. Alors bonjour, Godban Charlène, du coup coordinatrice à la Fédération d'éducation populaire Léo Lagrange. Donc c'était pas forcément une question, mais c'était plus pour répondre du coup sur l'importance, nous en tant que fédération, de pouvoir aborder les compétences psychosociales auprès de nos équipes. Donc nous avons déjà enclenché ce travail-là auprès de nos équipes du terrain, parce que nous avons remarqué que dans le domaine de l'animation,
en fonction des enfants que nous accueillons au sein des structures, c'est de plus en plus difficile au niveau de la réalité du terrain, des équipes de se positionner et d'avoir vraiment cette vision globale sur ces compétences psychosociales qui sont importantes sur nos accueils collectifs. Donc voilà, je souhaitais juste dire que la Fédération Léo Lagrange s'engage justement dans cette dynamique-là et en partenariat du coup avec vous tout au long. Voilà, c'est tout. Merci. Merci.